Mais écris pas sur mon script. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est H Paradoxae et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'avais envie d'aborder depuis très longtemps sur cette chaîne, mais il fallait que je réussisse à écrire le script sans me mettre à chialer, du coup voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un rêve pour beaucoup de personnes valides et un cauchemar pour beaucoup de personnes handicapées. Vous avez lu le titre, il s'agit de créer un monde sans handicap. Vous êtes peut-être sceptique là tout de suite. Peut-être que vous vous dites que être handicapé, c'est pas très rigolo et vous avez pas complètement tort et que du coup, logiquement, si ça arrivait pas, ce serait mieux. Très sincèrement, je comprends comment on peut penser ça et je sais que globalement, ça vient de l'envie que les gens autour de nous souffrent moins et c'est plutôt logique. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout cet effet-là et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer à vous raconter tout ça, pour celles et ceux dont ce serait le premier passage sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Alistair et pour que vous compreniez un peu de quelle perspective je vais aborder ce sujet, c'est important que vous sachiez que je suis moi-même handicapée. Notamment d'une part parce que je suis autiste, qui est un handicap de naissance et d'origine en partie génétique, et à côté de ça, j'ai aussi des douleurs chroniques et une mobilité réduite qui sont également dues à une maladie génétique. Je me dois aussi de préciser que cette vidéo va être évidemment un peu lourde émotionnellement, donc comme d'habitude, ne la regardez que si vous voulez et dans des conditions qui vous permettent de le faire en sécurité. Je mettrai dans la description des timecodes plus précis pour divers avertissements de contenu et comme ça vous permettra de sauter des parties de la vidéo si c'est des sujets dont vous n'êtes pas encore prêt à entendre parler. Tout ceci étant dit, reprenons notre histoire. Il y a deux principales raisons qui font que ce rêve d'éliminer le handicap tourne très vite au cauchemar. La première, c'est que c'est complètement impossible, pas de bol. La deuxième, c'est que ça impacte au moins autant notre présent réel que notre futur rêvé. Cette vidéo sera donc logiquement divisée en deux parties dont je vous mettrai également les timecodes dans la description. Commençons donc par notre problème numéro 1, c'est un rêve inatteignable. Concrètement, quels sont les moyens que l'on pourrait utiliser pour construire un monde sans handicap? Tout d'abord, il y en a deux que je ne vais pas développer dans cette vidéo. Le premier, c'est parce que ça devait être évident qu'il est cauchemardesque et je parle bien sûr du génocide. On pourrait en effet imaginer tuer toutes les personnes handicapées et du coup il n'y en aurait plus. Et je dis on pourrait, mais évidemment certains ont déjà essayé de le faire, notamment Adolf Hitler, et je vais quand même pas prendre du temps sur cette vidéo pour vous expliquer pourquoi tuer des gens et être nazi, c'est mal. Évidemment, tout ce qui concerne le fait d'enfermer les personnes handicapées pour faire genre qu'elles n'existaient pas, de les torturer pour qu'elles fassent semblant de ne pas être handicapées ou de les stériliser de force pour éviter qu'elles fassent des enfants handicapés ne sont pas non plus des propositions recevables pour des raisons similaires. Bien que, au cas où vous l'ignoriez, toutes ces pratiques existent et sont légales en France. Le pays des droits de l'homme. La deuxième chose dont je vais pas parler, c'est l'avortement, et notamment l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire, en gros, quand on pratique un avortement parce que soit le fœtus est malade, soit la grossesse met en danger la personne qui est enceinte. Ces pratiques-là, elles sont évidemment pas du tout comparables à tout ce que je viens de nommer juste avant, notamment parce qu'un fœtus, ce n'est pas une personne, et qu'un avortement, ce n'est pas un meurtre. Néanmoins, il y a aussi tout un tas de questions éthiques autour de ces pratiques, mais je pense que pour les développer correctement, il faudrait une vidéo en entier, et j'ai pas le temps de le faire ici, c'est pour ça que je vais pas détailler ces pratiques-là dans cette vidéo. Gardez néanmoins à l'esprit que d'une part, ces pratiques-là, elles ne pourraient pas permettre de créer un monde sans handicap parce qu'il y a des handicaps qui sont acquis et non pas innés, et d'autre part que l'IMG est une pratique différente de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, ce dont on parle généralement quand on parle d'avortement, qui lui pour le coup est un droit fondamental dont je ne polisserai jamais la pratique. Une fois qu'on a éliminé les options qui consistent plus ou moins à tuer ou torturer des gens, qu'est-ce qui nous reste? La première est celle qui amuse le plus les apprentis sorciers, les biologistes. Je voulais dire les biologistes. Celle qui amuse le plus les biologistes, donc, c'est la modification de l'ADN. C'est un truc sur lequel on travaille depuis pas mal d'années maintenant, c'est notamment comme ça qu'on fait les OGM. C'est-à-dire, en gros, qu'on prend un gène et qu'on l'insère dans l'ADN d'une plante pour qu'elle développe ou pas certaines caractéristiques. Et du coup, actuellement, on imagine potentiellement pouvoir faire ça sur des embryons ou des œufs humains, où on remplacerait un gène dont on sait qu'il cause une maladie par un gène sain, et à la fin, le bébé naîtrait sans le handicap en question. Le problème avec ça, les problèmes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes avec ce projet. Je vais essayer de vous en détailler 2-3 rapidement, mais j'avais fait un thread un peu plus détaillé sur Twitter, donc je vous le mettrai dans la description si vous voulez aller le lire. Parmi les problèmes, on retrouve donc 1. Il y a des handicaps dont on sait qu'ils sont génétiques ou partiellement génétiques, mais dont on n'a aucune idée des gènes qui les causent. Par exemple, mes deux handicaps principaux. Pas de bol, Alistair. 2. Les gènes dans le corps ne sont pas complètement figés, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans notre corps des gènes qui n'étaient pas dans les cellules originelles qui nous ont créés, notamment parce qu'il y a des mutations qui se font pendant le développement de l'embryon et qu'on contrôle pas. Du coup, en imaginant qu'on modifie l'ADN d'un embryon à un moment donné, ça n'empêcherait pas forcément qu'une mutation se produise après ce moment-là. 3. On comprend rien à la génétique, en fait. Et changer quelque chose peut avoir d'autres changements complètement imprévus. Par exemple, à une époque, on avait une thérapie génétique qu'on testait pour une maladie auto-immune, sauf que la moitié des patients, à la place, ils ont chopé une leucémie. Donc bof.
4. Il y a des gènes qui ne causent des handicaps ou des maladies que dans certaines circonstances qu'on comprend pas forcément et ou qui ne sont pas en soi pathologiques mais qui augmentent les chances d'avoir certaines pathologies dans notre vie. Et si on voulait commencer à corriger tout ça, en fait finalement il faudrait corriger l'ADN d'absolument tout le monde parce que personne n'a une ADN parfaite entre guillemets. 5. Si on veut remplacer des gènes, il faut décider par quoi. Alors si on s'imagine que l'option c'est il y a un gène qui rend malade et un gène qui rend pas malade, c'est facile. Sauf que dans la réalité, en général, il y a plein de versions d'un même gène qui sont toutes viables et saines. Et du coup, dans ces cas-là, il faudrait décider quel est le gène qu'on met à la place du gène qu'on veut remplacer et idéologiquement, ça revient un peu à déterminer quel est le bon gène parmi plein d'options viables. Et c'est plutôt douteux comme pratique. Par exemple, c'est un exemple fictif, c'est juste pour expliciter mon propos. Imaginons qu'on a une maladie qui touche les yeux et quand on remplace le gène qui cause cette maladie, il faut choisir si on met un gène qui donne les yeux bleus ou les yeux marrons. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on décide quelle est la bonne couleur d'yeux? Je sais pas si vous imaginez vite fait toutes les dérives, notamment racistes, qu'il peut y avoir de ce genre de pratique, mais moi personnellement, ça me fait pas très envie. Et 6, parfois, les gènes n'ont juste aucun effet en fait. Par exemple, quand on reçoit un don de moelle épinière, notre ADN peut changer, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans notre corps avec des cellules qui ont notre ADN à nous et des cellules qui ont l'ADN de notre donneur ou de notre donneuse. Pourtant, notre corps, il se transforme pas nécessairement pour ressembler à celui du donneur. Si on te donne de la moelle épinière avec de l'ADN XX alors que toi, t'as de l'ADN XY, ton il va pas tomber pour autant en admettant que t'en es un. Il y a sûrement encore plein d'autres raisons qui font que réécrire l'ADN c'est galère, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée d'à quel point on n'est pas rendu. Et tous ces problèmes-là, ils sont absolument pas résolus alors que c'est pas du tout une discipline qui est nouvelle, hein. Ça fait plus de 50 ans qu'on fait de la manipulation génétique. Mais même en admettant qu'on arrive à éradiquer tous les handicaps génétiques avec ces pratiques, ce qui, avec les informations qu'on a, paraît très peu probable, mais faisons comme si, ça change rien au fait qu'il y a plein de handicaps qui sont pas génétiques. Dans les handicaps qui ne sont pas génétiques, il y a tout ce qui est lié à des accidents, on pensera en général aux amputations et aux paralysies. Un des arguments qu'on retrouve en général pour ces handicaps-là, de la part des défenseurs et des défenseuses d'un monde sans handicap, c'est qu'on peut faire des prothèses et des exosquelettes. Pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est un exosquelette, rapidement c'est des espèces d'attelles hyper sophistiquées qu'on mettrait par-dessus le membre et qui permettraient de récupérer une partie ou toutes les fonctions du membre à la base. Alors déjà, évidemment, des prothèses et des exosquelettes qui font le même travail qu'un corps, actuellement, on n'en a pas. Même s'il y a plein de choses assez sophistiquées qui se font, il y a des choses dans le corps qu'on comprend pas encore et des choses qu'on comprend mais qu'on sait pas reproduire. Une main, c'est pas juste des articulations qui répondent à des commandes de mouvement, c'est aussi des sensations tactiles, des sensations thermiques, la précision du mouvement, l'intégration de la partie du corps dans la représentation de son propre corps, c'est de la cicatrisation, c'est du rebond, c'est de la résistance au choc, bref, il y a énormément de paramètres pour réussir à reproduire un membre qu'on maîtrise pas forcément aujourd'hui. Pareil, pour pouvoir reproduire la marche, c'est quelque chose d'hyper complexe aussi. Globalement, tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas reproduire aussi bien que le corps humain. Peut-être que ça viendra un jour, mais déjà, c'est pas demain la veille, et en plus, on n'est même pas sûr que ça viendra un jour. Par ailleurs, c'est aussi le genre de technologie qui va être extrêmement coûteuse, donc entre le moment où on va réussir à la produire et le moment où tous les amputés et paralysés de la planète y auront accès, il y a encore un très grand écart. Mais en dehors de ça, croire qu'on peut réparer, entre guillemets, le handicap juste en réparant le corps, c'est complètement illusoire. Quelques heures avant d'écrire ce script, j'écoutais l'interview d'une femme qui a été paralysée suite à un accident. Et en l'occurrence, elle était tombée d'une falaise en fuyant un homme qui avait essayé de la violer. Vous imaginez bien que dans ce genre de situation, une nouvelle colonne vertébrale ou une nouvelle paire de jambes, ça va pas permettre de pouvoir faire comme si rien s'était passé. C'est peut-être un cas un peu extrême dont je parle ici, mais plus globalement, les gens qui sont handicapés suite à un accident, ils ont très souvent des stress post-traumatiques liés à l'accident en lui-même. Et toutes les prothèses et exosquelettes du monde ne pourront pas soigner ça. Par ailleurs, tout ça, c'est quand même très vite oublié toute la dimension douleur chronique du handicap. On s'imagine souvent que les personnes paralysées, elles ont juste perdu leur capacité à bouger et leurs sensations et c'est tout, mais c'est faux. Des formes de paralysie, il y en a de très diverses avec divers niveaux de mobilité et divers niveaux de sensations et ça inclut la douleur. Je vous mettrai dans le i une vidéo de Will Stu Walking qui est un youtubeur américain paralysé justement et qui parle du fait qu'il a des douleurs chroniques et de comment il les gère. Il a aussi fait des vidéos sur le fait de marcher quand on est paralysé, donc vous pouvez aller voir tout ça, c'est vachement intéressant. Une personne paralysée qui a plus mal en étant debout, notamment par exemple parce que ça appuie différemment sur ses points de blessure, elle ne sera pas moins handicapée avec un exosquelette qui lui permet de marcher. Et plus généralement, toutes les aides qui peuvent aider à récupérer une part de mobilité, elles ne diminuent pas forcément la douleur et dans tous les cas, elles ne la fait disparaître que très rarement. Ergo, même une prothèse parfaite ne soignera jamais le handicap de quelqu'un qui a toujours mal. Pour les handicaps sensoriels, c'est-à-dire les personnes aveugles, malvoyantes et sourdes notamment, on a le même genre de choses. Actuellement, on n'a pas du tout les capacités de faire des prothèses auditives, par exemple, qui permettent à une personne sourde d'entendre de la même manière qu'une personne entendante. Ça n'existe juste
pas. Et encore une fois, toutes les prothèses du monde ne peuvent pas soigner a posteriori le fait d'avoir grandi en étant montré du doigt, isolé et parfois violenté parce que différent. Et là, on a dit beaucoup de choses, mais on n'a même pas encore abordé les handicaps psy. Et alors là, je vous raconte pas le bordel. On a un peu des théories sur ces handicaps-là, mais de ce que je comprends dans mes recherches, on sait pas grand-chose et quand on sait des trucs, c'est juste des fragments. Par exemple, est-ce que vous saviez que la théorie que la dépression ce serait un dérèglement chimique dans le cerveau, c'est probablement complètement faux? Je vous mets des liens dans la description. Un des seuls trucs dont on a l'air à peu près sûr à l'heure actuelle, c'est que vivre des choses violentes, c'est mauvais pour la santé. Vous allez me dire, ça n'a rien de bien étonnant, je suis d'accord avec vous. Mais avant de continuer, je tiens quand même à vous donner 2-3 infos sur le sujet parce que même si je sais que ça paraît évident, c'est pas si bien compris que ça en fait. Notamment, on sait actuellement qu'avoir vécu à peu près n'importe quel type de violence dans l'enfance, ça va augmenter les chances d'attraper à peu près n'importe quoi. Alors oui, évidemment, ça augmente les chances de dépression et ça augmente les chances de comportements à risque, donc de toutes les maladies qui sont causées par les comportements à risque. Mais en fait, ça augmente juste les risques d'être malade tout court. C'est-à-dire que même si maintenant vous avez un mode de vie hyper sain, que vous avez aucune conduite à risque, que vous manquez de rien, etc., le fait d'avoir vécu des violences dans l'enfance fait que vous avez quand même plus de chances que les autres d'avoir un cancer. Et vous allez me dire, mais Alistair, quel est le rapport avec la vidéo? J'y viens. Déjà, je tenais à donner cette information parce que peu de gens la connaissent et qu'elle me paraît utile et intéressante. Mais aussi parce que ça veut dire que si on voulait empêcher les gens d'attraper des maladies qui risquent de les rendre handicapés, il faudrait faire en sorte que personne ne vive de violence dans la vie. Et c'est pas possible en fait! C'est tout! En conclusion de cette première partie, pour éradiquer le handicap, il faudrait donc comprendre l'ADN de manière parfaite, pouvoir le manipuler à l'envi dans les milliers de milliards de cellules qui composent chaque individu, tout en ne foutant pas le bordel dans les autres gènes qui fonctionnent bien et en esquivant l'écueil d'utiliser cette technologie à des fins notamment racistes. Mais aussi pouvoir comprendre le corps humain à la perfection, pouvoir le reproduire à la perfection, pouvoir réécrire l'histoire des gens que l'on guérit pour qu'il n'ait pas de séquelles du fait d'avoir été handicapé à un moment donné, sans oublier de contrôler parfaitement l'environnement de chaque individu sur Terre pour être sûr que personne ne vive de choses violentes de toute sa vie. Parfaitement réaliste comme projet donc. Et notez que je n'ai même pas abordé le fait que juste vieillir ça rend handicapé. Eh ben, on n'est pas sorti du sable! Maintenant, deuxième question, est-il souhaitable de créer ou d'essayer de créer un monde sans handicap? Déjà, personnellement, je vois pas l'intérêt de mettre de l'énergie et des moyens humains et financiers dans un but qu'on sait inatteignable. Mais je peux comprendre qu'on se dise, d'accord, il y aura toujours des personnes handicapées, mais on peut quand même essayer qu'il y en ait moins, non? Eh ben non. Pour moi, une confusion majeure qui entraîne ce genre de propos, c'est de penser que le handicap et la souffrance, c'est la même chose. Ce qu'il faut bien comprendre pour pouvoir aborder ces enjeux correctement, c'est qu'une personne handicapée, ce n'est pas une personne avec une individualité propre et par-dessus un handicap, mais bien une personne avec une individualité propre dont le handicap fait partie. Notre handicap ou nos handicaps font partie de comment on fait l'expérience du monde, de comment on relationne, de quels sont nos hobbies, etc. J'en avais parlé un peu plus dans ma vidéo sur est-ce que l'autisme est une maladie, je vous la mets dans le i, mais il est important de comprendre qu'on ne peut pas séparer le handicap et la personne. Je ne suis pas d'un côté passionnée de cuisine et de l'autre autiste. Je suis passionnée de cuisine en tant que personne autiste. Et par exemple, les spécificités sensorielles que j'ai qui sont dues à l'autisme influencent la manière dont je cuisine et la manière dont j'aime la cuisine. Si on me guérissait, entre guillemets, de mon autisme, je ne serais pas la même personne moins l'autisme. Je serais une personne différente, avec des hobbies différents et des relations différentes, etc. Et c'est ça que je dis quand je dis le handicap et la souffrance, ce n'est pas la même chose. Je suis handicapée. C'est un fait. Je souffre, physiquement et ou mentalement, ça m'arrive, c'est un fait aussi. Et il y a effectivement des points où ces deux choses se croisent. Parfois, la souffrance est directement due à une des conditions qui causent mes handicaps. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui sont liées à ces conditions et qui ne me font pas souffrir, qui font juste partie de moi. Et il y a aussi tout un tas de choses qui me font souffrir, mais qui ne sont pas liées aux conditions qui me rendent handicapée en elles-mêmes, mais à la manière dont on me traite parce que je suis handicapée, à mon accès aux soins, etc. Je ne veux pas que qui que ce soit ait comme objectif que je ne sois plus handicapée, mais bien qu'on fasse ce qui est en notre possible pour réduire la souffrance que je peux vivre aujourd'hui et celle que je vivrai plus tard et celle que les autres pourront vivre un jour. Peut-être que la nuance entre ces deux positions n'est pas encore très claire pour vous, mais je vais développer ça dans deux exemples concrets et normalement ça devrait devenir plus clair. Je vais aborder deux types de pratiques différentes dans les enjeux liés au handicap et à la santé, la prévention et le soin. Évidemment, je ne suis pas contre la prévention, c'est-à-dire le fait d'essayer de faire en sorte que les gens tombent moins malades et moins d'accidents. Oui, travailler à la sécurité de la route ou encourager la vaccination par exemple, ce sont des bonnes choses qui préservent collectivement notre santé et notre vie. Mais cela ne doit pas se faire avec la figure du handicap, voire de l'handicapé pour faire peur aux gens. Par exemple, est-il vraiment nécessaire de faire des spots de prévention routière qui disent « Attention, si vous faites un accident de la route, vous allez être handicapé et ça va être horrible et vous allez souffrir, votre famille aussi,
et vous allez être triste et rien ne sera plus jamais comme avant. Vas-y Jean-Michel fauteuil roulant, regarde la caméra avec le regard désespéré de celui qui regrette sa vie de valide. Je vous mets dans la description un article de Elena Chamorro qui est devenue handicapée suite à un accident de la route et qui parle de la violence de ces spots pour elle. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que même si au quotidien, effectivement, parfois nos symptômes en eux-mêmes sont douloureux, une grande partie de la souffrance et de la violence que l'on vit en tant que personne handicapée, elle ne vient pas de nos maladies ou de nos conditions en elles-mêmes, mais de la manière dont nous sommes traités. J'ai une maladie incurable qui cause des douleurs. Mais ce n'est pas ça que je vis mal. C'est pas particulièrement rigolo d'avoir mal H24, on est d'accord, mais on s'y fait. Vraiment. Pour moi en tout cas. Par contre, le fait de savoir que je pourrais être beaucoup plus autonome et avoir beaucoup moins mal si j'avais un fauteuil roulant, mais qu'au lieu de ça, ça fait 6 mois que je suis coincée chez mes parents parce que ça fait 6 mois que mon dossier est en cours de traitement, ça me met en colère. Ça, c'est douloureux. Ça, oui, ça me donne envie de chialer, et bien plus que la douleur. Dans le même ordre d'idée, on pensera aussi aux gens qui te regardent avec pitié dans la rue, à ceux qui refusent que tu refuses qu'ils t'aident d'une manière qui est dangereuse pour toi, et qui du coup te blessent parce qu'ils s'imaginent que tu es un animal blessé qui ne sait pas ce qui est bon pour lui, et qu'ils doivent t'aider même si tu n'es pas d'accord. Ceux qui vont aller voir ton partenaire de vie et lui dire devant toi: ah, mais c'est pas un peu dur quand même de sortir avec machin, avec son handicap? Sous-entendu, oh là là, c'est quand même un peu un boulet ton mec, c'est pas un couple en fait, c'est de la charité, non? Ou encore les gens qui disent que quand même il faut penser aux familles parce que c'est vachement dur pour elles, parce que toi, bon bah, on s'en fout. Et c'est l'idée même que le handicap est quelque chose de terrible, de douloureux, quelque chose à éviter à tout prix, qui nourrit ces comportements de peur, de pitié et de rejet. Du coup, les campagnes qui présentent le handicap comme un épouvantail pour faire peur aux valides participent directement à une vision du handicap qui contribue aux violences que nous vivons au quotidien. Quand je dis que créer une société sans handicap n'est pas souhaitable, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de prévention pour éviter certains accidents ou certaines maladies qui, effectivement, peuvent rendre handicapés. La prévention est une bonne chose, oui, mais il est important de faire de la prévention qui s'axe sur le fait de limiter la souffrance et la mortalité et pas le handicap. D'une part parce que c'est ça qui est vraiment important, et d'autre part parce que ça évite de nourrir l'amalgame entre souffrance et handicap, amalgame qui, encore une fois, cause des violences sur les personnes handicapées. Ça, c'est pour la question de la prévention. Ensuite, il y a le soin. Le soin, contrairement à la prévention, il arrive après que la maladie ou le handicap existe. Donc, dans le cas qui nous intéresse, il s'adresse aux personnes handicapées. Dans le cas du soin, est-il souhaitable de l'administrer avec comme objectif premier que la personne ne soit plus handicapée? Encore une fois, non. Je m'explique. Un problème très récurrent que rencontrent les personnes, notamment avec des douleurs chroniques vis-à-vis de leurs soignants et de leurs soignantes, et qui est, à mon sens, assez symptomatique de ces enjeux-là, c'est celui de l'usage des aides à la mobilité. Les aides à la mobilité, comme leur nom l'indique, ce sont tous les objets qui peuvent aider une personne à se déplacer. On parle notamment de béquilles, de cannes, de rollators, des espèces de déambulateurs avec des roulettes, si vous voulez, et de fauteuils roulants. Ces aides à la mobilité, elles vont évidemment avoir un impact positif sur l'autonomie et la santé des personnes qui les utilisent, notamment parce qu'elles vont permettre de se déplacer plus longtemps et ou en se faisant moins mal. Dans le même temps, ces aides donnent évidemment l'air plus handicapé. Par exemple, moi, si je me déplace sans canne, j'ai plus mal et je suis moins capable de marcher. Pourtant, c'est quand je me déplace avec une canne qu'on va considérer que je suis handicapée. Alors qu'à l'inverse, quand je suis sans canne, malgré le fait que je galère, les gens de l'extérieur pensent que je suis valide. On se retrouve donc avec deux options. D'une part, utiliser les aides à la mobilité, avoir plus l'air handicapé et avoir moins mal et être plus autonome. De l'autre, ne pas utiliser d'aide à la mobilité, avoir moins l'air handicapé, mais avoir plus mal et être moins autonome. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que si on se focalise sur surtout ne pas être handicapé, on va plutôt être contre les aides à la mobilité, et si on se focalise sur surtout limiter la douleur et augmenter l'autonomie, on va plutôt être pour. Et dans les faits, cela se vérifie puisque beaucoup de soignants et de soignantes vont essayer de dissuader leurs patients et patientes handicapés d'utiliser des aides à la mobilité, alors même que cela serait bon pour leur santé et leur indépendance. Justement parce que dans plein de cas, l'objectif de la médecine n'est pas de limiter la souffrance et d'améliorer l'autonomie, mais bien de normaliser les corps en effaçant le handicap, même si ce n'est qu'un effacement de surface. Une excuse souvent entendue dans ce genre de cas, c'est des soignants et des soignantes qui expliquent que le risque, si on utilise des aides à la mobilité, c'est d'en devenir dépendant ou dépendante. Par exemple, que si on utilisait une canne trop longtemps, on n'arriverait plus à marcher sans, on serait obligé de l'utiliser pour tous nos déplacements. Et peut-être qu'en entendant ça, vous vous dites « Ah oui, effectivement, c'est un problème ». Sauf que cette affirmation, elle revient exactement à ce que je disais juste au-dessus. Quel est le problème dans le fait d'être dépendant ou dépendante d'une aide à la mobilité si ça nous permet d'avoir moins mal et d'être plus autonome? Moi, personnellement, j'en vois pas d'autre que ça te donne l'air handicapé, donc c'est mal. En comparaison, il y a plein de gens dans notre société
mobilité qui ne pourraient pas se déplacer facilement et sans douleur s'ils ne portaient pas de chaussures. Et pourtant, on ne dit pas que les chaussures c'est mal parce que ça rend dépendant. Oui, effectivement, quand t'as l'habitude de porter des chaussures tout le temps, bah t'en as besoin tout le temps, sinon tu te blesses. Mais c'est pas grave si ça nous rend en meilleure santé et autonome, on s'en fout. Focaliser le soin sur le handicap et pas sur la santé, c'est nourrir une pratique de la médecine qui a d'abord comme objectif de normaliser les corps plutôt que de prendre soin du bien-être de ses patients et de ses patientes. Et ça, c'est grave. Encore une fois, on retourne dans une manière d'envisager le handicap qui nuit très directement à notre santé. Tout comme pour la prévention, je ne suis pas contre le soin, au contraire. Je pense que plein d'entre nous ont besoin d'une prise en charge médicale pour améliorer leur quotidien, c'est même mon cas. Mais l'objectif du soin doit d'abord être de préserver notre santé, de diminuer nos douleurs et d'améliorer notre autonomie suivant les demandes des personnes et pas de guérir notre handicap, d'une part parce qu'en général ce n'est absolument pas possible et d'autre part parce que cette vision du soin va faire passer notre autonomie et notre santé au second plan, donc c'est complètement contre-productif. Une fois qu'on a dit tout ça, on se rend bien compte qu'envisager la prévention ou le soin comme une manière de réduire le nombre de personnes handicapées, ça nourrit une vision du handicap qui nous est directement dommageable à nous, personnes handicapées, donc ça ne nous sert pas. Encourager ces pratiques-là, ce n'est pas vouloir le bien des personnes handicapées, c'est un fait. Mais là, je n'ai parlé que de l'application de cette idéologie, et ce n'est pas la seule manière dont elle nous est dangereuse. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, on ne peut pas séparer le handicap et la personne. Donc tous les discours qui parlent de près ou de loin de l'importance de réduire le nombre de personnes handicapées sont d'une violence monstrueuse pour nous. Concrètement, quand quelqu'un dit « l'autisme est une épidémie, il y a de plus en plus d'enfants autistes, il faut trouver un moyen d'arrêter ça », j'entends, il y a de plus en plus de gens qui te ressemblent et c'est une mauvaise chose car il faut moins de gens comme toi. Ou quand quelqu'un dit « j'espère qu'un jour plus personne ne sera en fauteuil roulant », j'entends « je rêve d'un monde où les gens comme toi n'existent pas ». Ou alors, option numéro 2, j'entends « je rêve d'un monde où on forcera les gens comme toi à souffrir plutôt que d'avoir l'air handicapé ». Mais moi, aujourd'hui, ça va. Je suis adulte et j'ai l'immense chance d'avoir autour de moi plein de formidables personnes handicapées qui m'ont appris pendant des années que j'avais le droit de vivre, d'être heureux et d'être aimé. Je me remettrai de tout ça. Mais malheureusement, je ne suis pas tout le monde. Et ces choses-là, on les entend bien avant d'avoir autour de nous le soutien nécessaire pour être capable de les supporter, voire parfois d'y survivre. Quand on est handicapé, tous ces messages, qu'ils soient aussi directs ou plus discrets, on les reçoit, on les entend, et ce depuis le plus jeune âge. On grandit en pensant qu'on n'est pas désiré, qu'on n'est pas désirable, qu'on est un fardeau, qu'une version valide de nous vaudrait mieux et que les gens qui s'occupent de nous ou nous aiment font un effort dont on doit leur être reconnaissant et reconnaissant. En dehors de la violence directe du fait de s'entendre dire toute sa vie que le monde se porterait mieux sans nous, cette idéologie est le terreau idéal pour d'autres abus supplémentaires. Parce qu'on pense qu'on a déjà bien de la chance que quelqu'un veuille de nous et qu'on doit être reconnaissant ou reconnaissante des efforts que ça représenterait de nous accepter dans sa vie, on devient beaucoup plus susceptible que les personnes valides d'être victimes notamment de violences conjugales et de violences sexuelles. Dans mon entourage handicapé, je ne compte plus le nombre de personnes qui ont été victimes de ce genre de violence parce qu'elles se sont dit que c'était déjà pas mal d'avoir quelqu'un qui les acceptait et qu'il fallait pas être trop exigeant. Les discours qui stigmatisent le handicap comme quelque chose à éliminer à tout prix sont déjà violents en eux-mêmes, mais sont aussi constructeurs d'un climat qui favorise d'autres abus supplémentaires pour les personnes handicapées. Encore une fois, ça ne nous aide pas. Mais alors, qu'est-ce qui nous aide? Parce que c'est bien beau, Alistair, de râler pendant une demi-heure, mais est-ce que tu as des propositions? Eh bien oui. Ce qui est le plus rageant pour moi au final dans cette histoire, c'est que des choses à faire pour améliorer drastiquement la qualité de vie des personnes handicapées et qui, en plus d'être juste réalistement réalisables, ne participent pas à tous les biais que je viens de mentionner, il y en a. Et non seulement il y en a, mais il y en a plein, on les connaît, on les revendique et depuis des décennies, pourtant ils ne sont toujours pas mis en place. Par exemple, rendre les transports et les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite. Obliger les nouveaux bâtiments et les nouveaux transports à être construits dès le début pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Figurez-vous que ça, par exemple, c'était obligatoire en France jusqu'à l'année dernière où le gouvernement Macron a décidé d'annuler cette loi. Centrer la recherche sur du soin qui soit plus efficace et avec moins d'effets secondaires plutôt que sur une hypothétique guérison. Former les médecins pour favoriser l'accès aux diagnostics qui mettent parfois plusieurs dizaines d'années à être posés, même sur des maladies qui ne sont absolument pas rares. Rembourser les aides à la mobilité, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, acheter un fauteuil roulant en France, même avec les remboursements, ça coûte encore plusieurs milliers d'euros à la personne handicapée. Séparer l'allocation adulte handicapé, le revenu que l'on donne aux personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler pour qu'elles puissent vivre, des revenus du conjoint. Parce qu'actuellement, cette allocation, elle est calculée en fonction des revenus du foyer, ce qui fait que par exemple, une personne handicapée qui vit avec une personne valide et qui a un revenu ne touchera pas cette allocation. Donc elle sera entièrement dépendante financièrement de son ou sa partenaire, et du coup, en plus d'être complètement dépendant et dépendante de la charité de nos partenaires, on ne peut pas fuir en cas de violence conjugale parce qu'on n'a pas de revenus propres. Il sera aussi important de mettre cette allocation au-dessus du seuil de pauvreté, parce qu'actuellement,
actuellement, même si on touche cette allocation à taux plein, elle n'est qu'à 900 € et ce n'est pas assez pour vivre, surtout quand on doit payer des milliers d'euros pour avoir un fauteuil roulant et pouvoir sortir de chez nous. Permettre aux personnes sourdes et malentendantes d'apprendre la LSF et d'étudier en LSF. Encore une fois, les écoles qui sont en LSF en France diminuent de plus en plus chaque année et c'est absolument terrible. Et ça, c'est juste quelques propositions que je vous dis comme ça, des revendications de ce type, on en a plein, on les donne depuis des années et personne ne nous écoute, c'est dramatique ce qu'il se passe. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire oui, mais tout ça, c'est pas réaliste, c'est hyper cher. Et à ça, j'ai 3 choses à vous répondre. La première, c'est que c'est pas la question en fait. L'accessibilité et le droit aux soins, ce sont des droits fondamentaux et on n'arrête pas de défendre des droits fondamentaux sous prétexte que oh là là, c'est un peu trop cher quand même. 2. Le Zolgensma, c'est une thérapie génétique comme ce dont je parlais au début. En dehors du fait que le Zolgensma ne soigne pas la maladie pour laquelle il agit, il réduit juste l'intensité des symptômes et qu'en plus il a beaucoup d'effets secondaires qui peuvent être assez graves, il coûte 2 millions d'euros par personne. Alors moi, encore une fois, j'en ai rien à foutre, je suis pour qu'on mette des thunes dans le soin, mais si votre souci c'est de faire de l'économie sur le dos des personnes handicapées, je vous assure que vous y arriverez quand même mieux en luttant pour l'accessibilité et pas pour la guérison. 3. L'accessibilité, ça sert à tout le monde. Vous pouvez vous débarrasser des personnes handicapées si vous voulez, ça ne changera rien au fait qu'il y a des gens qui se promènent avec des poussettes et des valises et qui ont besoin de rampes et d'escaliers pour accéder aux transports en commun et aux bâtiments publics. Un lieu accessible aux personnes handicapées, il est aussi plus accessible aux personnes enceintes, aux personnes âgées, aux personnes avec des bagages, aux personnes avec des poussettes, aux personnes avec une blessure qui est juste occasionnelle, etc. De la même manière, améliorer le système de soins et de remboursement du soin, évidemment, ça profitera tout particulièrement aux personnes qui ont des problèmes de santé, mais ça améliorera notre qualité de vie à tous et à toutes. Une société accessible, ce n'est pas juste une société qui est meilleure pour les personnes handicapées, c'est une société où il fait meilleur vivre pour tout le monde. En conclusion, en dehors du fait qu'il est complètement impossible de créer un monde sans handicap, la volonté même d'essayer est en soi mortifère. La situation des personnes handicapées, actuellement, elle n'est effectivement pas rose, mais la solution, ce n'est pas de faire en sorte que nous n'existions plus. Vouloir créer un monde sans handicap ou avec moins de handicap, c'est une position qui est violente et dangereuse dans tous ses aspects. Elle est violente en elle-même par l'implication que nous, les personnes handicapées, sommes un problème par notre simple existence. Elle est dangereuse parce qu'elle nourrit une vision du handicap qui provoque une partie des violences validistes que nous vivons, c'est-à-dire des violences que l'on vit en raison de notre handicap. Elle est dangereuse parce qu'elle nous rend plus susceptibles d'être victimes d'autres violences. Elle est dangereuse parce qu'elle réduit directement notre accès aux soins et l'investissement collectif dans l'accessibilité qui impacte directement négativement notre autonomie et notre santé. Et elle est dangereuse parce qu'elle efface la responsabilité collective et sociale dans la dégradation de nos qualités de vie en faisant croire que le problème vient intrinsèquement de nos handicaps alors que les solutions pour améliorer notre qualité de vie existent et que leur absence de mise en place est un choix politique et pas une fatalité. La volonté de créer un monde sans handicap est une volonté eugéniste et non, ce n'est pas un bon eugénisme ou un eugénisme positif. C'est un eugénisme sale, violent, génocidaire et qui a déjà notre sang sur les mains. C'est la volonté d'éradiquer une partie de la population par refus de cohabiter avec elle quand bien même les solutions pour le faire existent. C'est préférer éradiquer des populations entières avec leur langue, leur culture, leur passé, leur avenir sous prétexte de bien commun plutôt que d'assumer la responsabilité collective que nous avons de permettre à chacun et à chacune de vivre une vie digne. C'est moi, je ne mettrai pas un centime dans le bien-être de mon voisin quand bien même son bien-être participerait au mien, mais je suis prêt à payer pour qu'on le fasse disparaître. L'eugénisme est une violence à tous les étages et en tant que personne handicapée, je refuse qu'elle soit commise sous prétexte de m'aider parce qu'elle ne m'aide pas. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est un sujet qui est plutôt important pour moi et qui me touche beaucoup et que je trouve trop peu évoqué dans ce sens-là. Je vais vous laisser, mais comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu, partager, etc. Il y a aussi le lien du Utip qui sera dans la description et quelque part par ici. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans 2 semaines.